Parfois, un seul projet d'infrastructure, un seul barrage, ça suffit pour anéantir tout un monde. Aujourd'hui, on va justement se pencher sur ça, comment la construction d'un barrage a pu, oui, inonder des terres, mais surtout submerger un mode de vie tout entier. C'est l'histoire d'un soi-disant progrès qui a eu un coût absolument dévastateur. Regardez bien ce visage. On est en 1948. Et cet homme, Georges Gillette, le président des 3 tribus affiliées, il est en larmes. Ce qu'il est en train de signer, ce n'est pas juste un contrat. Comme il le dit lui-même, le cœur lourd, il est en train de vendre la meilleure partie de sa réserve. En fait, il vend l'âme de son peuple. C'est le point de départ d'une histoire de perte immense. Alors la question qu'on se pose, c'est mais qu'est-ce qui a pu le pousser aux larmes? Qu'est-ce qui était en jeu à ce point pour qu'un leader s'effondre comme ça en public? Pour comprendre ces larmes, il faut d'abord comprendre tout ce qui a été perdu. Voilà, cet homme sur la photo, Georges Gillet, il est devenu le visage même de cette douleur. Son chagrin, c'est le symbole de la perte de tout un peuple, à un moment charnière de leur histoire. Ce moment, immortalisé sur cette photo, c'est la vente forcée de 155 000 acres de terre. Des terres ancestrales appartenant aux nations Mandan, Hidatsa et Arikara. Et attention, ce n'était pas une simple transaction immobilière, c'était une véritable amputation. On leur a littéralement arraché le cœur de leur territoire, des terres qui les nourrissaient, eux et leurs ancêtres, depuis des générations et des générations. Bon, pour vraiment saisir l'ampleur du désastre, il faut faire un petit retour en arrière. On va voir à quoi ressemblait la vie au bord du fleuve Missouri, bien avant que le béton nous vienne tout balayer. Il faut vraiment mettre de côté l'image d'une vie précaire. Pas du tout. C'était une société incroyablement prospère, très bien organisée. Les basses terres du fleuve Missouri, c'était le cœur battant de leur monde. Ils étaient des agriculteurs experts. Maïs, haricots, courges. Les familles élevaient du bétail, des porcs, des poulets. Elles récoltaient des fruits sauvages, des baies. Bref, la communauté était tellement autonome qu'elle avait un taux d'aide sociale plus bas que celui de leurs voisins blancs. Le fleuve, c'était tout pour eux, leur économie, leur culture, leur identité. Et ce lien avec le fleuve, il était total. C'était bien plus qu'une simple ressource. C'était littéralement la source de toute vie dans la région. Pas seulement pour les humains, pour la biodiversité, pour tous les êtres vivants. Alors on comprend bien que toucher au fleuve, c'était ébranler tout l'écosystème. Et puis voilà, le progrès, entre guillemets, est arrivé. Une force extérieure, avec une vision bien à elle, une vision qui allait tout balayer sur son passage. Ce projet, c'est le programme Peak Sloan. Sur le papier, c'était grandiose, il faut le dire. Lancé en 1944, c'était un projet fédéral massif, construire 6 énormes barrages sur le fleuve Missouri. Les objectifs officiels, contrôler les inondations, permettre l'irrigation, faciliter la navigation et produire de l'hydroélectricité. Un vrai symbole de la puissance américaine d'après-guerre, une volonté de dompter la nature. Mais voilà le contraste, et il est saisissant. D'un côté, la grande promesse du progrès. Et de l'autre, les mots de l'historien amérindien Vine Deloria Jr., l'acte le plus destructeur jamais perpétré contre une tribu par les États-Unis. Rien que ça. On a vraiment 2 visions radicalement opposées du même projet. Alors, comment ce grand projet de progrès s'est-il concrétisé sur le terrain? Tout simplement par une expropriation forcée. En fait, le mot « vente » est un peu un euphémisme. Il faut être clair. Les tribus ont été menacées de confiscation pure et simple. Le gouvernement avait le droit d'expropriation de son côté. Donc, en réalité, elles n'avaient aucun choix. Le marché, c'était soit vous signez, soit on prend tout quand même, sans aucune compensation. C'était ça ou rien. Et le résultat est brutal. Regardez ces chiffres. Plus de 152 000 acres de territoire perdus. C'est le cœur battant de leur nation qui est arraché. Et dans le lot, ce qui est peut-être pire encore, 94% de leurs terres agricoles. C'est la base même de leur autosuffisance qui disparaît. Enfin, la conséquence humaine. 90% de la population, forcée de déménager. Un véritable déplacement de masse. Il ne faut pas s'imaginer un déménagement bien organisé, non. Ce fut un exode totalement chaotique, un bouleversement social d'une violence qu'on peine à imaginer. Ce témoignage d'Iva Goodbird, une membre de la tribu, rend la chose terriblement concrète. Elle raconte « Nous avons passé toute la nuit à faire nos bagages, et le matin, nous nous sommes réveillés au son des marteaux-piqueurs. C'est d'une brutalité, le traumatisme est palpable. » Et sous les eaux, ce ne sont pas juste des maisons qui ont disparu. C'est tout un monde qui a été submergé. 9 communautés entières. Avec leurs maisons, oui, mais aussi leurs écoles, leurs églises.
L'unique hôpital de la réserve, englouti. Même les cimetières ont été inondés. Et le pire, c'est que le nouveau lac a physiquement fracturé la réserve, isolant les gens les uns des autres et ravivant même d'anciennes tensions. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les conséquences de ce déplacement forcé ont créé une véritable vague de problèmes. Une onde de choc qui se fait sentir encore aujourd'hui. Et ça touche un point particulièrement sensible, la santé. Écoutez bien ce témoignage du docteur Herbert Wilson. C'était le médecin de la réserve en 1954, juste avant le pire. Il dit « Très peu de gens étaient en surpoids. Et au fait, est-ce que j'ai mentionné qu'il n'y avait pas de diabète ?» Cette question, en apparence toute simple, elle est glaçante. C'est le point de départ pour comprendre le drame sanitaire qui a suivi. Voilà le point de bascule. En perdant leur terre, ils ont tout simplement perdu leur autonomie alimentaire. D'un coup, on est passé d'un mode de vie actif, basé sur l'agriculture, la chasse, les récoltes, à une dépendance totale à l'économie monétaire et à la nourriture fournie par le gouvernement. Une nourriture souvent bien moins riche. Et bien sûr, le passage à un mode de vie beaucoup plus sédentaire a été brutal. Et les chiffres, ils sont sans appel. Le diabète, qui n'existait tout simplement pas avant le barrage, est devenu une véritable épidémie. Ce graphique le montre bien. En 2009, on est passé à 13% pour toute la population et, tenez-vous bien, à 41% pour les plus de 35 ans. C'est une conséquence sanitaire directe et terrible de la destruction de leur mode de vie. Ce qu'il faut absolument comprendre, c'est que cette histoire, aussi tragique soit-elle, n'est pas un cas isolé, loin de là. Ce qui s'est passé à Fort Berthold, c'est un schéma qui s'est répété encore et encore sur les terres tribales, partout aux États-Unis, toujours au nom du progrès. Et tout ça nous amène à une question finale, une question qui reste en suspens. Quand le prix du progrès, c'est le mode de vie de tout un peuple, comment est-ce qu'on rembourse une telle dette ? Oui, bien sûr, le barrage a produit de l'électricité, il a contrôlé des inondations, mais pour les peuples du fleuve, la facture a été infiniment plus lourde. Leur santé, leur culture, leur identité, tout leur mode de vie. Alors, la question demeure, quel est le vrai prix du progrès ? Et au final, qui paie vraiment la note ? I was raised where the highway ends, in a town full of ghosts and no fake friends. Same dirt roads, same neon lights. They build your cage and sell you the sky. Daddy said, son, don't stir the dust, but I was born with a restless trust. 1 foot in the gravel, 1 in the flame. I had to burn just to carve my